Oui. D'accord. Donc, on va parler de la méningocèle dans son aspect diagnostique et thérapeutique. Diapositive, vous pouvez avancer. Hein. Donc, pour mieux comprendre, pour permettre à l'auditoire de bien comprendre la myeloméningocèle, nous allons adopter ce plan. Nous allons juste introduire en donnant une définition et surtout dégager l'intérêt de la question pourquoi la myeloméningocèle et son traitement. Et puis, nous allons aborder les données fondamentales à travers lesquelles, à travers les généralités qui vont nous permettre de mieux comprendre les signes et de poser les diagnostics. Notamment, on va faire des rappels sur l'embryologie et un peu de notion d'anatomopathologie de la myeloméningocèle et de la pathogénie. Nous allons aborder le diagnostic dans son aspect positif et différentiel. Puis, on finira par donner un chapitre de traitement avec le but, moyen et indication. Puis, après, nous allons conclure. Donc, comme annoncé en introduction de la positive suivante, on avance. Donc, c'est une malformation congénitale par défaut de fermeture du tube neural du fœtus qui est responsable euh, d'une hernie, on peut dire cela, du tissu nerveux mal formé qui se développe dans une sorte de poche ménagée qui contient une partie de la moelle épinière, des nerfs et du liquide cérébro-spinal. Elle est particulièrement grave du fait de la paralysie, des paralysies du membre inférieur avec des troubles sphinctériens et souvent associée à une atteinte cérébrale. Maintenant, une fois un peu définie cette pathologie, nous allons voir pourquoi, quel est l'intérêt de l'étude de la myeloméningocèle. On avance. Nous avons un intérêt épidémiologique. Les spina bifida en général, c'est des embryopathies viables. L'embryopathie viable la plus fréquente. Donc, son incidence est plus de 47% des myeloméningocèles sur toutes les pathologies congénitales. L'intérêt est ensuite étiologique. On peut avancer. L'intérêt est étiologique puisque le spina bifida reste, l'étiologie reste pas déterminée, c'est pas connu. Maintenant, un certain nombre de facteurs de risque ont été mis en évidence qui c'est d'ordre génétique, c'est d'ordre environnemental qui interviennent pour favoriser la survenue de cette malformation. L'intérêt maintenant, il est ensuite clinique, si on peut avancer. Sur le plan clinique, de façon globale, le spina bifida recouvre plusieurs formes anatomocliniques de gravité variable. Maintenant, les tableaux cliniques de la maladie et sa gravité sont fonction de la nature, de l'étendue des lésions et des complications, ainsi que des pathologies associées. Donc, il y a un véritable intérêt clinique à travers ces myeloméningocèles. L'intérêt est ensuite thérapeutique. Pourquoi il est thérapeutique? On peut avancer. Parce que la prise en charge du spina bifida, elle est longue et difficile. Parce qu'elle requiert plusieurs spécialistes, tels le neurochirurgien, l'orthopédiste, l'urologue, les radiologues, la rééducation fonctionnelle, autour du pédiatre. Donc, c'est une spécialité qui requiert un certain nombre de ces spécialistes, d'où la difficulté dans cette prise en charge. Maintenant, parmi son traitement, nous avons des mesures préventives. C'est un intérêt qui est important, c'est la supplémentation en acide folique qui, avant et au début de la grossesse, a prouvé son efficacité dans la prise en charge de ces malformations. L'intérêt est ensuite pronostic. Pourquoi il est pronostic? On peut avancer. Parce que le spina bifida compromet fortement le pronostic fonctionnel. Il entraîne un handicap moteur et des troubles sphinctériens qui sont permanents.
Et à moyen ou long terme, le pronostic vital peut être aussi engagé. L'intérêt peut être pour moi éthique. Pourquoi éthique? Parce qu'il pose un problème d'interruption volontaire de la grossesse dans nos contrées qui est très difficile, surtout nous qui nous sommes dans des régions là où la religion ne le permet pas. Si ça se fait en Europe ou dans les pays développés, en Afrique, ça va être quelque chose vraiment de problématique. Une fois l'intérêt dégagé, nous allons aborder rapidement les données fondamentales en commençant par l'embryologie très rapidement, puisque les lambeaux, les myélomes et les lymphocytes, il faut rappeler que c'est au cours de la période embryonnaire qui s'individualise la plupart des structures de l'organisme, en particulier du système nerveux central. Et en même temps, c'est pendant cette période qui débute les malformations congénitales. Donc, la formation du rachis en tant que tel, puisque c'est de cela qu'il s'agit, commence très tôt, dès le 17e jour. On peut avancer par la mise en place du troisième feuillet de l'embryon, que est le chordomésoblaste, qui va donner naissance au tissu de soutien. On peut avancer. Hein? Diapositive suivante. À partir du 20e jour, on avance. On voit bien ici, sur cette image, à partir du 20e jour, le mésoderme paraaxial va se fragmenter pour former des somites sur l'image. Ces somites vont se creuser progressivement d'une cavité qui sépare du côté interne le sclérotome et du côté externe les dermomyotomes. Le sclérotome sera à la base de la colonne vertébrale et le dermomyotome va être à la base du muscle et du tissu cutané. Nous voyons bien sur cette image, dans l'évolution, la migration au niveau dorsal du sclérotome qui va venir former l'arc postérieur et aussi la migration au niveau ventromédial qui va permettre la formation. C'est l'image suivante. C'est l'image suivante. Diapositive. Voilà, donc à ce niveau, on voit que la migration, le sclérotome va migrer au niveau postérieur pour former le futur arc postérieur et il y aura une migration au niveau ventromédial pour former le futur corps vertébraux ainsi que les disques. Mais aussi, il y aura une migration vers la partie antérolatérale pour former le futur, les muscles et la peau. Voilà. Et on voit maintenant, à partir du 21e jour, il y aura une sorte de métamérisation avec une spécialisation géographique, on peut avancer, de ces métamères. Et en même temps, si vous pouvez avancer un tout petit peu, et en même temps, en arrière, il y aura la formation de la gouttière qui va donner le tube neural à partir du 28e jour. Donc, le tube neural se ferme en avant au niveau de la lampe terminale au 25e jour et en arrière au niveau du segment lombaire. Maintenant, sur le plan anatomopathologique, nous constatons que de la profondeur à la périphérie, il y aura des malformations qui vont toucher d'abord la moelle, donc c'est une malformation médulo-radiculaire, de façon, ça peut au minimum, au maximum entraîner ce qu'on appelle la myéloméningocèle. Cela veut dire que ça va complètement intéresser la moelle qui va hernie avec les racines, ou au minimum, ça peut ne pas entraîner cette hernie donnant la méningocèle. Et notre élément après, de la profondeur à la périphérie, c'est une malformation du plan de couverture méningée. Donc, même les méninges vont être complètement vont hernier pour accompagner ces défects. Puis, il y aura un défaut de fermeture au niveau de l'arc postérieur qui peut être juste une simple fente avec absence d'une épineuse, mais qui peut également se traduire avec un écart important.
C'est ça la variété. Et puis, l'anomalie peut toucher maintenant la peau. Ça peut être une perte de substance qui est complète en cas de myeloméningocèle, ou bien ça peut être un simple orifice sinistre dermique ou peau normale. Ces éléments anatomopathologiques sont des éléments à prendre en considération dans la prise en charge, puisqu'il faudrait de façon progressive bien rectifier la malformation médulo-radiculaire, puis la couverture méningée, à ceux qui font des greffes osseuses, et puis aussi la couverture cutanée. Ça, on va le voir dans la prise en charge. Ce qui nous permet du coup d'avoir une classification. La diapositive suivante. En fonction du défect, on aura donc le spina bifida occluta, c'est-à-dire il y a un défaut de fermeture. Il y a le méningocèle avec un défaut de fermeture avec la méninge qui fait ici, souvent avec quelques radicelles, et surtout la myéloméningocèle, la hernie avec une hernie importante de la moelle accompagnée des racines du liquide cérébro-spinal. Qu'est-ce qu'il faut garder sur le plan éthiopathogénique? Très rapidement, l'anomalie, c'est les troubles du développement du tube neural qui survient avant la fermeture complète de la gouttière neurale au 28e jour. Le siège le plus habituel, c'est la jonction lombo-sacrée. Puis ça peut toucher la jonction lombo-dorso-lombaire et thoracique. Puis cervicale en dernier lieu. Maintenant, le développement de ces structures postérieures du canal vertébral s'est fait par induction à partir de l'axe nerveux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la formation commence en profondeur au niveau des structures médulaires, et c'est ces déformations qui vont induire à leur tour un défaut de fermeture au niveau des structures postérieures. Sur ça, il y a plusieurs théories sur lesquelles nous n'allons pas beaucoup insister. Il y a la théorie infectieuse diapositive de Brouwer, qui selon lui, l'infection peut être à la base, au stade embryonnaire, qui va entraîner une encéphalomyélite, donnant des anomalies du tube neural. Selon d'autres auteurs, il propose une théorie mécanique, c'est-à-dire le fœtus en position d'hyperflexion fétale au niveau spinal va entraîner un retard dans la fermeture du tube neural. D'autres théories, la théorie hydrodynamique qui est basée sur la réouverture du neural, et la théorie mécano-nicochimique qui est basée sur la non-fermeture du tube neural. Il y a d'autres, la pression du liquide cérébro-spinal existerait donc une phase, ce qu'on appelle d'hydrocéphalie fétale, qui serait responsable. Donc la pression de ces liquides va entraîner la réouverture du tube neural précédemment fermé. Voilà. À côté, nous avons des facteurs étiogéniques. Comme je vous ai dit, dans l'intérêt, il y a des facteurs étiogéniques qui sont impliqués. Parmi ces facteurs, nous avons l'acide folique. Il y a une corrélation a été posée entre le taux de folate dans le sang en période périconceptionnelle et les défects du tube neural. Ce taux de folate est un déterminisme génétique, c'est le gène C677T. Dans la forme homozygote, le taux de folate érythrocytaire est inférieur et de 20% inférieur à la normale. Ceci peut expliquer la prévalence du génotype TT qui est élevé de façon significative chez les enfants porteurs du spina bifida. Autre facteur, nous avons l'âge maternel qui est aussi impliqué, diapositive. L'âge maternel et la multiparité, ce sont des facteurs bien évidents dans beaucoup d'études. En Irlande et en Australie, la relation est bien établie. Au Niger, où le moyen d'âge est de 16 ans, avec 67% de mères ayant un enfant porteur du myeloméningocèle, qui ont moins de 20 ans. Et une étude faite au Brésil aussi sur 89 cas a montré une prédominance d'âge autour de 20 à 24 ans.
Autre facteur, c'est la consanguinité. La consanguinité, le cousin germain présente deux fois plus de malformations du tube neural. Alors qu'en France, eux, ils n'ont pas considéré cette consanguinité, elle est négligeable. Au Niger, nous, dans l'étude qu'on a menée, la consanguinité a atteint 41%. En, surtout chez nous, on a le mode de vie qui est encore de rigueur, c'est-à-dire le mariage consanguin. C'est quelque chose qui est très fréquent. Il suffit de venir dans la salle, là où on hospitalise nos malformés. La plupart, c'est vraiment du mariage consanguin. C'est très fréquent au Niger. Le rang des naissances, pour certains auteurs, la proportion d'avoir diapositive, le premier né atteint du myélome méningocèle est sensiblement plus élevé. Diapositive, hein? Au Niger, 267 femmes sur 387 sont primipare et 68,99 de leurs enfants ont présenté dans l'étude de la myéloméningocèle. Autre facteur, c'est la race et l'origine ethnique. Voilà. Ça, ce sont des études en Californie qui ont montré l'augmentation du taux de malformation du tube neural chez les enfants de mères d'origine hispanique, suivis des mères blanches puis noires. En France, ils ont constaté un excès significatif d'enfants atteints de parents turcs par rapport aux parents originaires d'Europe. Ceci donc peut être attribué par des auteurs sur la carence nutritionnelle telle que la carence en acide folique ou en vitamine A. Autre facteur, c'est le niveau socio-économique. Les auteurs anglais, selon eux, une fréquence nettement plus élevée de ces malformations du système nerveux est précisément le défaut de fermeture du tube neural dans les familles avec un niveau très bas. Ce qui a ouvert de nombreuses études qui sont en cours. Autre facteur, c'est le facteur nutritionnel qui complète les autres facteurs. Le régime maternel carentiel en vitamines serait responsable de défaut de fermeture du tube neural. Voilà, ces études concernent surtout l'acide folique, la vitamine C, les zinc. Il y a des médicaments qui sont impliqués dans cette genèse diapositive. Surtout, le valproate de sodium constituait un important facteur de risque. Les études évoquent aussi la carbamazépine et d'autres molécules. Aussi, d'autres études ont montré que la consommation abusive de l'alcool au cours du premier mois de grossesse a été rapportée chez plusieurs mères d'enfants atteints de spina bifida. Donc, nous allons rapidement, après ce rappel, donner la situation clinique des myéloméningocèles. Comme circonstance de découverte le plus souvent au cours des consultations prénatales que les enfants sont amenés ou bien ils sont référés à partir de la maternité ou après, le plus souvent chez nous, c'est après un accouchement à domicile que les gens viennent en catastrophe. Une fois présent, voilà, le diagnostic de spina, il est clinique. Il est clinique dans les 24 premières heures de vie, un bilan diapositif, un bilan complet qui permet de donner à la famille de choisir l'attitude thérapeutique. Donc, c'est dans un contexte de chirurgie pédiatrique par une équipe de spécialistes travaillant dans le domaine de spina bifida, ce qui nous permet très rapidement de donner le pronostic à la famille. Donc, devant cette situation, il faut réaliser un examen, l'examen du nouveau-né, diapositive, en précisant l'âge, le rang de la naissance, l'existence de lésions dans la fratrie. Il faut préciser aussi le déroulement de la grossesse et les autres grossesses éventuellement, l'âge maternel voilà, et ses incidents et l'exposition à des facteurs de risque.
il faut surtout insister, diapositive, sur le déroulement de l'accouchement. Est-ce qu'il y a une notion de présentation céphalique ou bien il y a une existence ou non de souffrance néonatale? Et puis, au cours de l'examen, il va falloir protéger la malformation par un champ imbibé d'eau physiologique. Après l'examen, cet examen, il faut passer directement à l'examen du rachis. Le plus souvent, l'examen du rachis, on a la lésion. Il faut décrire la lésion. C'est une lésion qui est médiane. Le niveau le plus souvent, il est lombaire ou sacré. Sur le plan morphologique, c'est une tuméfaction qui est pseudo-tumorale. Tu peux atteindre des dimensions souvent considérables qu'il faudrait décrire. Il faut voir sur le plan morphologique aussi l'état de la lésion. Est-ce que c'est une lésion plane étendue sur le plan transversal? Souvent, c'est juste une touffe de poils qui peut surmonter la lésion. Il faut voir souvent le malade quand il vient de façon complète, il y a une couverture cutanée qui cache maintenant une ulcération. Ce sont ces éléments qu'il faut voir. Souvent, de façon rare, la lésion peut être multiple. Il faudrait décrire. Après cet examen, il faut réaliser l'examen de l'extrémité céphalique, le crâne. Diapositive. La suite. Il faut avoir une idée sur le périmètre crânien qui est le plus souvent inférieur à la normale, 31 à 34, malgré la dilatation ventriculaire. Il faut chercher à la palpation s'il n'y a pas de lacune correspondante à des zones de raréfaction osseuse. Il faut aussi, au niveau de l'examen de l'extrémité céphalique, chercher les signes d'hydrocéphalie. Souvent, l'enfant il vient avec une macrocranie, avec une fontanelle qui est bombante, avec les signes d'hydrocéphalie, regard en coucher de soleil, refus l'enfant ne tient plus sa tête. Tous ces éléments sont nécessaires pour compléter l'examen clinique. Puis après, il faut réaliser un examen neurologique. C'est la tonicité, de façon active ou de façon passive. Puis il faut faire la motricité spontanée. Il faut voir comment est-ce que l'enfant bouge, est-ce qu'il bouge. Puis il faut procéder à des stimulations douloureuses, voilà, pour voir s'il y a des mobilités. Il faut faire attention au mouvement réflexe qui peut simuler une activité musculaire inexistante. Maintenant, l'examen est complété par l'examen du réflexe parce que leur abolition est fonction du niveau légionnaire. Il faut faire l'examen de la sensibilité pour chercher un peu le niveau légionnaire. Et on finit par faire les testings musculaires fonctionnels pour analyser la fonction des groupes musculaires qui permet d'avoir une appréciation globale des possibilités motrices. La suite, maintenant l'examen neurologique, il faut le compléter par l'examen clinique des sphincters anal et vésical. C'est une étape qui est très importante dans le bilan des myélopes. De ces pathologies, méloméningocèles, pouvant jouer un rôle déterminant et décisif dans la prise en charge et le pronostic. Maintenant, il faut compléter par un examen orthopédique à la recherche de malformations orthopédiques, diapositive, pivot-varices équins. Donc, l'examen orthopédique est nécessaire la suite. Puis, il faut faire l'examen des autres appareils de façon générale. L'examen clinique doit être complet, regroupant en plus de l'examen initial, il faut faire un examen cardiovasculaire pour aller rechercher s'il n'y a pas de souffle qui peuvent orienter vers une malformation cardiovasculaire. Ou bien il faut faire un examen pleuropulmonaire abdominal, génital et psychomoteur pour compléter le bilan clinique.
Une fois ces examens réalisés, voilà, il faut maintenant passer, confirmer ça par le bilan radiologique. Il faut, dans la mesure du possible, faire une IRM ou un scanner ou tout simplement une échographie transfontannelaire. L'IRM, elle est demandée surtout pour le diagnostic de malformations cérébrales. Si les myéloméningocèles s'associent à ces pathologies cérébrales, il faut demander l'IRM qui va nous montrer ce qui se passe au niveau cérébral, telle que la malformation de Chiari, diapositive, et le syndrome de la moelle qui est bas situé. L'IRM permet une meilleure étude de ces structures nerveuses. Et l'IRM constitue un bon moyen pour le suivi des enfants porteurs de myélopathie et le diagnostic des malformations cérébrales associées. Donc ici, suivant, diapositive. Ici, nous voyons cette image qui nous montre une myéloméningocèle au niveau lombo-sacré avec hernie de structure à travers le défect. La suite, le scanner, lui, il permet de visualiser certaines anomalies du parenchymateuse peu accessibles à l'échographie et certaines anomalies osseuses telles que les lacunes et la voûte. Par rapport à l'IRM, il donne plus d'arguments d'atteinte osseuse que l'IRM. Il apporte aussi davantage des arguments dans le diagnostic de la malformation de Chiari. Pour l'échographie transfontanellaire, elle permet la recherche d'une dilatation des cavités ventriculaires avec mesure de leur taille, une malformation des Chiari et des anomalies de la ligne. L'avantage surtout l'ETF, c'est qu'elle peut se réaliser dans des contextes reculés en Afrique, là où les gens n'ont pas accès au scanner et à l'IRM. Elle peut permettre, en tout cas, d'engager la prise en charge. Quant à la radio du rachis et du bassin de face, la radio donc, peut vous permettre de nous montrer l'absence de l'arc postérieur. L'absence de l'arc postérieur d'un ou de plusieurs vertèbres. Ces radios peuvent nous montrer aussi la malformation, si elle existe au niveau de la hanche. Elle peut nous montrer une syphose ou une scoliose, mais aussi les hémivertèbres ou les blocs vertébraux. Diapositive, maintenant, on va voir les anomalies associées, puisque le plus souvent, la myéloméningocèle s'associe à des malformations. Parmi ces malformations, nous avons l'hydrocéphalie, qui est fréquemment associée à la myéloméningocèle. L'incidence de l'hydrocéphalie en cas de spina varie de 65 à 90%. Comme autre anomalie associée, la suite, nous avons la malformation de Chiari. Diapositive. La malformation de Chiari se caractérise par une petite fosse postérieure dont le contenu est malformé et fait hernie à des degrés variables à travers le tour occipital. Donc ici, sur cette image, on voit cette malformation. Comme autre anomalie, nous avons la diastématomélie. Diapositive. Qui est une malformation de la moelle et de la colonne vertébrale caractérisée par la séparation en deux de la moelle épinière transfixée par un éperon osseux fibreux. Ce sont principalement ces malformations, ces trois malformations qui s'associent. Maintenant, diapositive myéloméningocèle, c'est ce que nous allons voir dans le diagnostic différentiel. Parmi ces pathologies, nous avons la méningocèle. La méningocèle
La différence, c'est que c'est une malformation qui ne s'associe pas souvent à d'autres malformations. Il n'y a pas de troubles neurologiques comme dans la myéloméningocèle. Il n'y a pas de troubles vésico-sphinctériens et le pronostic est favorable. Sur le plan anatomique, la méningocèle, c'est une hernie de la méninge avec du LCR et souvent avec quelques racines. Il faut faire la différence aussi avec le spinaliforme, donc un spina bifida avec présence en intracanalaire ou extracanalaire de la graisse et le tératome sacro-coccygeal. Une fois les pathologies écartées, on va donner un peu le principe de la prise en charge dans le traitement. Et quoi la prise en charge? Le but, c'est d'aller réparer le défect, corriger les déformations et pouvoir traiter les pathologies associées. Avec quels moyens? On a des moyens médicaux, de la réanimation. Souvent, on utilise des antalgiques, des diapositives, des antibiotiques et de la rééducation fonctionnelle. Diapositive. Et voilà, le moyen non chirurgicaux. Sur le plan chirurgical, quels sont nos moyens? Il y a la chirurgie utéro, voilà, qui n'est pas réalisable dans nos contrées. Par exemple, il y a la chirurgie en tant que telle de réparation que nous réalisons ici en Afrique. Il y a les dérivations, il y a les laminectomies en cas de carie au niveau cervical. Maintenant, par rapport au traitement de la malformation, la fermeture du myéloméningocèle, oui, demeure un procédé neurochirurgical pédiatrique de base. La reconstruction et la réparation réussie qui exige une connaissance détaillée non seulement de l'anatomie anormale, mais aussi de l'anatomie normale. Maintenant, quelles sont nos indications ici par rapport à la myéloméningocèle? Selon certains auteurs, les malformations, c'est l'abstention devant les malformations qui s'accompagnent d'une syphose majeure, c'est-à-dire toutes les myéloméningocèles avec une syphose qui est importante. Pour certains auteurs, il faut s'abstenir. Il faut s'abstenir aussi devant une association polymalformative qui est grave, pour laquelle, même si on opère vraiment, on a très peu de chances de sauver le nouveau-né. L'indication chirurgicale, elle est justifiée si le nourrisson paraît bien vivace. Voilà. S'il n'y a pas de macrocéphalie, si la lésion est peu étendue et basse située. Ça, ce sont les bonnes indications pour la chirurgie. Maintenant, il faut que cette chirurgie soit en urgence. Diapositive. Il faut que cette chirurgie soit en urgence en cas de mouvements spontanés du membre inférieur qui sont observés. Dès que l'enfant est admis, s'il y a des petits mouvements, vraiment la chirurgie doit être réalisée en urgence pour lui donner plus de chance. S'il y a des mouvements qui ont été observés à la naissance et qui ont disparu ensuite, là aussi il faut y aller. Ou bien s'il y a une fistule du liquide cérébro-spinal, là ça devient une urgence dans ces trois situations. On va parler un peu de la technique chirurgicale, la politique. Le but de l'opération consiste d'abord à libérer la moelle et ses attaches normales. Il faut aller libérer la moelle tout en préservant les éléments nerveux fonctionnels. Pour libérer, il faut prendre des mesures, aller tout autour du défect. Pour moi, il faut aller commencer à ouvrir la partie anatomiquement normale, c'est-à-dire un peu au-dessus du défect, c'est par expérience personnelle, et puis progressivement, on se rapproche de la lésion. Ça nous permet vraiment de libérer la moelle sans qu'il y ait trop de dégâts.
et fermer la plaque neurale en reconstituant le plan anatomique sur la base d'embryologie normale. En même temps, refaire la paroi euh, résistante au traumatisme et à l'infection. Maintenant, la suite, ça c'est par rapport à la moelle, selon la technique chirurgicale. Maintenant, il faut procéder à la résection complète de la membrane, diapositive, voilà, c'est ça. Libération de la plaque neurale en respectant les racines. Fermeture longitudinale de la plaque. C'est-à-dire qu'il faudrait essayer de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, chercher la zone saine et s'approcher du défect, ce qui nous permet de libérer sans toucher les racines de la plaque neurale et de procéder à une fermeture longitudinale. Il faut maintenant inciser la durmère, c'est l'une des étapes les plus importantes de la prise en charge chirurgicale. Et pour la chercher, il faut la chercher au niveau des parois latérales. Le plus souvent, elle est plaquée contre la paroi latérale. Donc, c'est ce qui élargit un peu le canal. C'est à ce niveau qu'il faut aller l'inciser afin de faire une fermeture étanche. Maintenant, avant de fermer, il faut être sûr d'avoir réintégré les éléments nerveux à l'intérieur du canal. Surtout, il ne faut pas oublier l'arachnoïde. Souvent, ça traîne. Ce sont tous ces éléments qu'il faudrait bien réintégrer dans le canal, puis détacher la moelle. Et faites attention, en détachant la moelle, il ne faut pas l'inciser de façon courte. C'est-à-dire qu'il faut suffisamment l'inciser pour que, quand vous venez à la fermeture, que ça soit étanche, sans qu'il y ait de couverture en bas. Parce que l'horaire, souvent en déchirant, on crée des petites fenêtres en bas qui vont finalement entraîner des fuites du LCR en post-opératoire. Voilà, ici sur cette image, nous voyons bien les différentes étapes. Dans un premier temps, il faudrait bien refermer, détacher la moelle, l'introduire au niveau du canal et faire une fermeture étanche de la durmère, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, il faudrait, dans la mesure du possible, rapprocher les muscles lombaires pour les rappeler. Il faudrait bien détacher maintenant le lombo-cutané qui va permettre une très bonne fermeture. La fermeture, il faut toujours la faire à l'aide d'un chirurgien. C'est ce qui va rendre étanche cette fermeture. Il faut libérer le tissu fibromusculaire des berges de la lésion. Parce que ce tissu-ci n'est pas libéré, ça fait partie des éléments qui vont, diapositive, entraîner le syndrome de la moelle attachée. Donc, il faudrait détacher tous ces tissus fibromusculaires. Il faudrait procéder à la fermeture du tissu sous-cutané puis de la peau. Maintenant, au niveau de la peau, c'est peut-être là qu'il y a des problèmes en fonction du défect. Voilà, ici sur cette image, voilà comment il faut procéder, diapositive. Donc, il faut aller enlever tout ce qu'il a comme défaite. Il faut bien limiter. Il faut faire l'incision vraiment en respectant, en enlevant le défaite pour rester en peau saine. Voilà, avec une incision longitudinale qui va aller vous permettre d'avoir les structures normales avant d'aborder la moelle pour bien la libérer. Et voilà, la fermeture de la durmère, c'est de façon longitudinale. Une fois ouvert, vous voyez, vous avez la possibilité souvent de réaliser une petite laminectomie qui vous permet d'avoir les berges diapositives. Donc, je parlais de la fermeture de la durmère. Voilà, il est nécessaire de la meilleure prise en charge de faire une incision qui va du côté sain. À partir du côté sain, vous avez la possibilité de faire une laminectomie. Cette laminectomie va vous montrer
la dure mère qui est saine, et à partir de la dure mère qui est saine, vous pouvez tranquillement fermer, chercher la moelle, la réintégrer et fermer de façon longitudinale toute la dure mère. Ici, le problème de la peau, quelques images, la suite. Là, il y a ceux qui utilisent des petits lambeaux pour faire la fermeture. Voilà, faites attention au vaisseau. Maintenant, on peut prélever des lambeaux à côté. On peut prélever des lambeaux à côté. Attention à la dévascularisation qui peut entraîner des nécroses. Toujours par rapport à la cicatrisation, parce que diapositive suivante, il y a l'incision en Z que certains font. Voilà. Nous, pour notre propre expérience, à Zender, nous, on fait une incision, mais maintenant de façon longitudinale en Z. On fait un peu un Z inversé, mais c'est pratiquement la même chose. Si la lésion est bas située, on fait Z horizontal. Si elle est haut située, on peut faire un Z de façon longitudinale. Vraiment, ça permet de régler le problème. S'il faut aller opérer une méningoméningocèle, il faut s'apprêter à avoir des problèmes cutanés. C'est l'un des problèmes les plus importants qu'il faudrait se mettre en tête avant de le prendre en charge. Maintenant, à côté de cette prise en charge, il y a les traitements de malformations associés. L'hydrocéphalie doit être opérée simultanément avec la myéloméningocèle. Simultanément, c'est la meilleure manière. Sinon, la pression de l'hydrocéphalie va entraîner une mauvaise étanchéité pour la fermeture. Donc, l'enfant, voilà, vous allez l'opérer. Si vous opérez en premier lieu la myéloméningocèle, vous dites qu'il faut attendre pour faire la chirurgie de l'hydrocéphalie. Mais très bientôt, la cicatrisation va être compromise et vous serez obligé de revenir. Pour ça, nous, on fait en même temps. Notre expérience, nous, on prend d'abord l'hydrocéphalie, puisqu'elle est beaucoup plus. C'est beaucoup pour des problèmes d'infection. On prend d'abord l'hydrocéphalie, puis dans le même temps opératoire, on tourne le malade pour prendre la myéloméningocèle. Et en ce temps-là, déjà, après avoir opéré l'hydrocéphalie, la tension a baissé au niveau de la myéloméningocèle, ce qui facilite très vite la prise en charge de la myéloméningocèle. Donc, il faut mettre le shunt, il faut faire une dérivation ventriculo-péritonéale, puis il faut tourner le malade pour prendre en charge la myéloméningocèle. Maintenant, les traitements diapositifs de la malformation du Chiari, ça c'est la DVP qu'il faut réaliser. Voilà. Le traitement est radical. Il consiste en une décompression cervico-occipitale qui va consister à ouvrir la fosse postérieure et l'arc postérieur. Une ouverture large de la drum-air et une plastie durale. Puis c'est une laminectomie cervicale plus étendue pour pouvoir libérer. Il faut traiter aussi la moelle attachée. Diapositive. La moelle attachée. Le traitement consiste en une résection suffisante pour détacher la moelle du plan superficiel et pouvoir refouler à l'aide dans le canal rachidien et libérer des adhésions au niveau de la lame la plus basse. Comme je l'ai dit, la moelle attachée, surtout pour l'éviter, souvent on a la moelle attachée quelques années après la première chirurgie. Et maintenant, au cours de cette chirurgie, cette moelle attachée, il faut respecter les différents les étapes de la chirurgie, c'est-à-dire il faut bien réintégrer l'arachnoïde dans le canal, parce qu'une fois qu'une partie de l'arachnoïde est hors du canal, c'est un des éléments qui va entraîner des fibroses et qui vont retenir la moelle. Réaliser une laminectomie au-dessus de la lésion qui va permettre de bien glisser
Et si la région est très bas située, souvent on procède, on ouvre carrément le film terminalé de la moelle. Si vraiment sur l'ombo sacré, ça permet vraiment une bonne mobilisation. Quelle est l'évolution et le pronostic? La prise en charge médico-sociale des enfants porteurs de myélomélangocèle dépend de la culture et des traditions. À côté de l'handicap, le pronostic intellectuel et la scolarité sont la deuxième préoccupation de la prise en charge des enfants porteurs de ces myéloméningocèles, sachant qu'ils conditionnent une partie de l'autonomie de la vie quotidienne et de l'intégration socio-professionnelle à l'âge adulte. Quelle est sur le plan préventif, prévention, diapositive, toutes les mesures préventives, de toutes celles qui apparaissent la plus réalisable avec un minimum de moyens, c'est l'acide folique. Donc, c'est la prise en charge en périconceptionnelle de l'acide folique qui va permettre d'assurer la prévention. Dans d'autres pays, des mesures diététiques d'enrichissement de l'alimentation par l'acide folique sont associées. Vraiment, c'est sur ça qu'il faut s'appuyer en Afrique, dans la mesure du possible, si vraiment on peut assurer cette prise en charge de l'acide folique. Maintenant, par l'étude, il faudrait commencer par, j'allais dire, les sages-femmes, parce que nous avons fait un petit tour, on a constaté que même les sages-femmes ne savent pas à quelle période il faut donner l'acide folique. Donc ça à partir du deuxième mois, troisième mois. Et ils ont donné l'acide folique alors qu'on a vu à la fermeture, il faut que la femme reçoive l'acide folique avant le 28e jour. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut se baser sur cette sensibilisation, en commençant par les agents de santé de base. Toujours le diagnostic anténatal, la prévention aussi, il y a le diagnostic anténatal, diapositive. Parmi ces méthodes diagnostiques, c'est l'échographie. Il faut vraiment réaliser l'échographie avec dosage de marqueurs biologiques. C'est ça qui va nous permettre, ce sont des éléments, pour moi, qui rentrent dans la prévention. Donc c'est les CPN. Au cours des CPN, il faudrait réaliser maintenant ces échographies qui vont nous permettre de poser les diagnostics. Maintenant, après, le problème éthique reste posé. Est-ce qu'on peut faire une interruption volontaire ou pas? Le problème est entier. En conclusion, nous dirons que la myéloméningocèle est une embryopathie viable la plus fréquente du système nerveux. Je suis déjà à la conclusion. Oui, on va essayer. La myéloméningocèle, c'est l'embryopathie viable la plus fréquente du système nerveux central. La prise en charge est multidisciplinaire et longue. Mais la prise de l'acide folique chez les femmes périconceptionnelles est nécessaire pour réduire la fréquence, surtout dans les pays en voie de développement. Donc, je vous remercie. À la fin. Merci. Merci beaucoup, professeur. Désolé pour le retard. On ferme les micros pour permettre une bonne communication aux formateurs. C'était pour ça que je n'ai pas répondu de façon spontanée. Merci beaucoup à vous pour ce cours qui était vraiment pratique et très intéressant. Nous allons passer à la deuxième partie, celle de la phase de questions-réponses. Et donc, je vais demander aux confrères et consoeurs, si vous avez des questions, il suffira de lever la main et la parole vous sera accordée. Également, si ce n'est pas de questions, vous pouvez également partager avec nous votre vécu par rapport à la thématique du jour.
Merci. Euh, bonjour, Charles. Une question ici? Oui, une question Oui, ici. bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Oui, bonjour, docteur. Merci de vous présenter. Ok, je suis le docteur Ramadan Gossuleman, je suis résident en neurochirurgie à Niamey. Oui, d'accord. Aviez-vous une question, docteur? Oui, j'ai quelques questions. Bon, tout d'abord, je remercie bien le professeur Rabiou Mastani cette belle présentation. Donc, il nous rappelle l'aspect diagnostic et thérapeutique, et surtout qu'il nous apprend beaucoup de choses sur les points surtout en biologie. J'ai tellement aimé là qui me pousse à poser quelques questions, surtout par rapport à, je sais pas, aux théories avancées. Les théories pas avancées, comme le dit pathologique, qui nous amènent à comprendre au fait la genèse de cette malformation. Donc, j'aimerais bien comprendre cette théorie et nous faire part en fait, de la théorie la plus retenue, la plus avancée, la plus confortable du moins à cette embryopathie, donc à la genèse de cette embryopathie. Donc, quelle est la théorie la plus avancée, la plus retenue, la plus collée, puisque bon, je vis celle d'hydrodynamique, celle parlant de l'infection. Donc, j'aimerais bien comprendre par après, en fait, la théorie la plus avancée. Euh, L'étiologie ici, bon, pas le facteur étiologique le plus incriminé, c'est beaucoup plus les manques coliques. Donc, j'aimerais bien, bon, ça c'est une question d'ordre didactique pour nous rappeler et pour nous faire retenir, au fait, l'intérêt de cet acide folique, surtout des points de vue physio- ou bien éthiopathogéniques, l'intérêt de l'acide folique. Donc, à quel moment cet acide folique, des points de vue éthiopathogéniques, donc, intervient dans la réduction, au fait, des fréquences des méningocoques surtout. Donc, on a compris déjà à quel moment les prendre. Maintenant, quel est son rôle dans, ou bien sa contribution dans la prévention surtout de méningocoques. Maintenant, par rapport à la prise en charge chirurgicale, j'ai vu vraiment des techniques chirurgicales, surtout l'incision au niveau de la peau qui a un Z. Mais dans nos pratiques parfois quotidiennes, ces incisions, on ne les fait pas. Mais c'est là que je me rends compte vraiment de son intérêt, surtout de l'intérêt sur le plan de la fermeture de la peau et d'avoir l'étanchéité. Donc, par rapport à votre expérience pour ça, j'aimerais savoir si vous avez déjà l'habitude de faire ce genre d'incisions qui sont en Z ou bien en Z renversé ou bien un peu complexé ici. Merci. Merci beaucoup à vous, docteur. J'aimerais demander à tous les collègues qui ont des questions, merci de lever la main et vous aurez la parole. Professeur, s'il n'y a pas de main levée, je pense que je vais vous laisser répondre aux questions du docteur. Oui, merci beaucoup, docteur Suleiman, pour l'intérêt que vous accordez. Et comme je l'ai dit, au fait, il a posé une question sur les théories avancées. Comme je l'ai dit avant même de parler de ces théories, au fait, ce sont des théories jusqu'à présent, au fait, ça n'a pas été confirmé. C'est des théories qui sont avancées. Il n'y a pas, si tu veux, une étude qui a confirmé toutes ces théories. Mais parmi ces théories, quand même, celle qui paraît un peu plus fiable, il y a la théorie infectieuse, hein, c'est-à-dire embryonnaire avec l'encéphalomyélite,
qui peuvent donner une anomalie au niveau du tube neural. Ça peut se faire, mais aussi la théorie mécanique, puisque le fœtus il est toujours en état d'hyperflexion, qui peut être responsable. Peut-être ces théories même sont complémentaires, mais pour le moment, vraiment, les études sont en cours pour confirmer telle ou telle théorie. Maintenant, par rapport à l'acide folique, au fait, pour l'acide folique, il est nécessaire de le prendre avant le 28e jour. Il y a un document que je lis, je n'ai pas eu bien les références, qui disent que l'acide folique permet, favoriser une bonne division cellulaire. Et si ça favorise une bonne division cellulaire, le prendre au moment avant la fermeture du tube neural serait le moment opportun. Et là aussi, sur ça, il y a des études qui sont en cours pour valider cette théorie. Maintenant, la dernière inquiétude, c'est par rapport à l'incision. Parce que je n'ai pas eu le temps. Moi, j'ai fait des incisions en Z longitudinales. Ça fait, même cette année, j'en ai fait 3. Malheureusement, je ne sais pas si on a l'image. Je peux chercher l'image, je vous montre. Pour moi, quand nous avons une myeloméningocèle qui est un peu dorso-lombaire, c'est-à-dire située un peu en haut, tu fais une incision en Z longitudinale. C'est ce qui te permet d'avoir vraiment une bonne cicatrisation. Sinon, j'ai tenté même les décharges qu'on fait de façon latérale, ça ne marche pas. Mais si tu fais une bonne incision en Z, je vous rappelle que l'incision en Z, moi, je l'ai apprise il y a longtemps. Voilà, le professeur Kerly était de passage à Zender. Vraiment, il nous avait appris il faut faire l'incision en Z. Et puis, depuis là, si on a un gros défect, vraiment, on fait cette incision en Z. Moi, je vais t'envoyer une image, tu vas voir. Et vraiment, c'est l'occasion encore pour moi de dire aux jeunes chirurgiens, ceux qui n'ont pas assez d'expérience sur ce type de mélo-méningocèle ou autre, que nous sommes prêts à collaborer. Voilà, même si c'est des chirurgiens, nous sommes prêts à collaborer. Nous opérons ici à Zender 3 à 4 spina bifida par semaine. Donc, cela veut dire que quelque part, on en a assez de choses à dire par rapport à ça. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Merci beaucoup à vous, professeur. Il y a monsieur ou madame Brenda Aya N, je pense, qui a levé la main. C'est ça. Madame Brenda. Oui. Bonjour, madame bonjour, Brenda. Merci de vous présenter. Bonjour, bonjour à tous, bonjour professeur. Moi, c'est docteur Ayayan Brenda, je suis pédiatre. Merci pour votre présentation. En fait, j'avais une question plutôt pratique. Nous, en tant que pédiatre, déjà, qu'est-ce que vous nous conseillez donc, comme conduite à tenir lorsque nous recevons, à la maternité, lorsqu'on nous appelle et qu'on a un bébé qui a chez qui on suspecte ou chez qui on voit déjà un myéloméningocèle. De façon pratique, qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que pédiatre pour améliorer la prise en charge, pour que la prise en charge soit plus rapide ou voilà, en gros, c'est ça. Merci beaucoup, docteur Brenda. Merci. Je peux répondre? Oui. Oui, professeur. Voilà. Merci, docteur Brenda, pour votre question. De façon pratique pour le pédiatre, ce qu'il faut faire, c'est d'abord réaliser un examen clinique de la myéloméningocèle, c'est l'examen du rachis, c'est l'examen de l'extrémité céphalique. Maintenant, au niveau de l'examen neuro, il faut voir si c'est une myéloméningocèle avec des petits mouvements. Est-ce que le nouveau-né bouge un peu? Est-ce qu'il y a des ébauches de mouvements? Tout ça, là, c'est des choses qu'il faudrait très rapidement consigner pour alerter les neurochirurgiens. Mais il faut faire très attention au cours de votre examen de faire en sorte de protéger la myéloméningocèle, puisque souvent, ce n'est pas épidermisé. Et le plus souvent, ils viennent vraiment de façon fustilisée. Donc, au lieu souvent de nous aider, le patient, le nouveau-né, il vient avec un myéloméningocèle déjà fustilisé qui est en voie d'infection. Donc, moi, je sais que je vous recommande, c'est de faire
un examen clinique qui va nous permettre de voir si déjà il y a un peu de mouvement, s'il y a un peu d'espoir. Et là, très rapidement, on peut prendre le malade en charge dans le 24-48 heures, de la mesure du possible. Et puis, il faut surtout, au niveau de l'examen céphalique, voir s'il n'a pas déjà une hydrocéphalie qui est installée. Et là, dans ce cas, la chirurgie en urgence, souvent, elle s'impose. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, professeur. Docteur Brenda, avez-vous eu la réponse à votre préoccupation? Oui, merci beaucoup, professeur, en tout cas, pour la réponse. J'avais une seconde préoccupation, c'est-à-dire que, parce que nous communiquons beaucoup avec les parents et, enfin, lorsqu'on a un nouveau-né dans ce cas malformatif, est-ce qu'on devrait donner de l'espoir aux parents ou être de façon, ne pas donner d'espoir aux parents, en fait, par rapport à la suite, dans notre contexte ici en Afrique, bien entendu. Et la troisième et dernière question, c'est que la plupart du temps, comme vous l'avez dit, souvent ça vient de façon fistulisée, c'est qu'il y a une perte de substance et tout. Qu'est-ce que nous devons faire? Enfin, qu'est-ce que nous devons enseigner à nos sages-femmes, nos infirmiers et tout, en attendant que l'enfant soit pris en charge par un neurochirurgien? Est-ce qu'il y a des pansements qui sont préconisés ou genre juste mettre du salé ou un antiseptique? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Parce que parfois dans les hôpitaux, il y a des protocoles qu'on voit où parfois le neurochirurgien dit que on ne devait pas faire ce protocole-là, ainsi de suite. Là, comme nous sommes dans un truc collégial, qu'est-ce que vous nous proposez de faire? Docteur Brenda, vous nous venez de quel pays, s'il vous plaît? Moi, je suis au Sénégal actuellement. Merci. D'accord. J'ai la parole pour Alors, répondre à la merci. question. Merci beaucoup, docteur Brenda, pour la première question, elle est pertinente. Hein. Pourquoi je dis elle est pertinente? Parce que ce que vous allez dire risque d'engager, j'allais dire, le neurochirurgien. Moi, je pense qu'il faut faire déjà un petit counseling. Si vraiment il n'y a aucun mouvement, s'il y a une myéloméningocèle avérée, le plan clinique avec une pathologie crânienne associée, donc il faudrait déjà qu'ils comprennent que voilà, le pronostic n'est pas bien. Et même si on arrivait à opérer le patient, voilà, il n'y aura pas de. L'enfant ne va plus remarcher. Ça, c'est important de le dire parce que nous, souvent, quand ils viennent, on les opère, ils ne vont pas remarcher, ils vont voilà, interpréter ce que peut-être vous avez dit. Donc, déjà, du coup, le malade, la famille, il faudrait les informer. Maintenant, si c'est un méningocèle là où vraiment il y a du mouvement, voilà, là, vous pouvez le rassurer. Mais dans le cas du méningocèle, je ne pense pas que c'est une bonne idée de ne pas leur dire, j'allais dire la vérité. Autre chose par rapport à votre comportement devant la méningocèle pour vous infirmer, il faut faire un pansement au sérum physiologique tout simplement. C'est pas bon de mettre la bétadine en contact avec l'axe nerveux. C'est pas du tout bien, c'est agressif. Donc, on imbibe la bétadine. Même quand on fait l'examen clinique, il faut faire attention à ne pas fistuliser la lésion. Maintenant, quand elle est fistulisée, là, il y a encore une conduite à tenir qui est obligatoire à votre niveau. Ce serait de mettre la voix, commencer à réhydrater et commencer à mettre en route l'antibiothérapie. Et si vous ne pouvez pas envoyer directement le malade, le référer, il faut placer le patient en position de Trendelenburg, c'est-à-dire les fesses qui sont un peu surlevées pour diminuer la perte du LCR, sinon il risque de faire une sorte d'hypotension et perdre le malade sur place. Ça, ce sont des mesures qui, à mon avis, si vraiment beaucoup d'équipes le font, ça allait arranger la prise en charge. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Monsieur Sami Denis Kambou. Monsieur Sami, votre micro est fermé. Il y
avait une question, professeur, qui demandait quels sont les éléments échographiques du diagnostic anténatal. Merci. Moi, c'est Kamou Sami Denis, infirmier depuis le Burkina Faso. Moi, je vais dire vraiment merci bien au professeur pour cette brillante présentation. On a suivi sa présentation avec un intérêt. Mais je ne sais pas si le professeur peut revenir pour nous donner de façon encore plus spécifique le rôle de l'infirmier dans la prévention et la prise en charge du myélomélangocèle. Merci bien, professeur. Merci beaucoup, Monsieur Sami. Merci. Professeur, je ne sais pas si vous avez entendu sa question et également la question que j'ai lue. Oui, j'ai entendu les deux questions. Donc, je réponds à M. Sami, c'est ça? Merci pour votre intervention. Ce que vous dites, c'est important, le rôle de l'infirmier, je l'ai dit. Moi, je pense que ça commence déjà par la sage-femme et l'infirmier dans la prévention. Parce qu'il est utile pour vous de comprendre l'embryologie normale. On vient de l'expliquer un peu que la malformation, au fait, elle a lieu avant le 28e jour. Donc, s'il y a des mesures préventives à prendre, c'est avant le 28e jour. C'est donc sensibiliser les femmes désirant prendre, voilà, enfin, les femmes enceintes ou bien désirant un enfant, qu'il est nécessaire de prendre l'acide folique très tôt. Donc, souvent, dans les endroits développés, ils disent un mois avant. C'est difficile dans notre contexte. Mais la réalité, c'est comme ça. Un mois avant ou bien juste après la grossesse. Ça va être difficile de façon technique. Souvent, les gens se rendent compte qu'ils sont enceintes voilà, un mois après. C'est ça la difficulté. Mais il faudrait que vous compreniez, que vous donnez ces messages à ces femmes. Voilà, si vraiment il y a un désir de grossesse, il faudrait un mois avant prendre l'acide folique ou bien quelques jours après vraiment prendre l'acide folique. Ça peut avoir un impact. Maintenant, sur le plan, une fois que la méloméningocèle est mise en évidence et qu'en tant qu'infirmier, vous avez ça, il faut faire attention surtout pour le pansement. Dans tous les cas, ce que vous allez faire, il faut référer le malade dans un centre spécialisé, vers le pédiatre, vers le neurochirurgien. Maintenant, avant ça, il faut faire un pansement. Il faut mettre juste de la compresse imbibée au sérum physiologique. Juste c'est ce qu'il faut faire. Et expliquer à la famille de ne pas porter l'enfant au dos, voilà, de prendre les précautions qu'il faut. C'est un patient comme tous les autres. Et maintenant, quand c'est ficellisé, je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait mettre la voie, il faut mettre du sérum salé et commencer l'antibiothérapie et rapidement, il faut le référer. Maintenant, pour la question de l'échographie, c'est un peu très précis. Il faut peut-être c'est pour cela la prise en charge nécessite un radiologue. Je l'ai dit, c'est multidisciplinaire. Le radiologue, c'est lui qui nous donne l'avertissement que voilà, il y a une malformation. C'est que si vous avez un appareil qui est performant, il peut vous montrer les défauts de fermeture tout simplement. Tu as le défaut de fermeture avec la présence d'un sac et souvent c'est associé à une hydrocéphalie. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment une spécialité des radiologues. Et moi, pour moi, à mon avis, il faudrait renforcer ce secteur de consultation prénatale. Et il faut que chaque consultation prénatale soit accompagnée d'une échographie. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir ce qu'il faut. On est en train de voir, par exemple, à Zender, dans la mesure du possible, si on peut faire ces diagnostics en anténatal de façon échographique. C'est un peu difficile, mais moi, je pense que nous, on a souvent le résultat de l'échographie. Donc, je ne peux pas savoir le paramètre échographique en tant que neurochirurgien. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, avant de continuer, je vais introduire ma collègue, Dr. Olivia, qui va nous parler de quelque chose qu'offre également REMA,
et qui permet également aux professionnels de la santé de pouvoir se mettre à jour et de pouvoir mieux prendre en charge les patients. Donc, docteur Olivia, si vous êtes prête, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, docteur Fassinou. Merci, professeur, pour cette session très intéressante. Merci aux collègues pour leur écoute et participation très active. Je suis le docteur Olivia Awangan, chargée de communication auprès du réseau d'échange entre médecins d'Afrique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une opportunité qui va vraiment vous démarquer en tant que professionnel de santé. Vous n'êtes pas sans savoir que les nombreuses maladies qui aujourd'hui minent la santé des populations entretiennent un lien très intrinsèque avec l'alimentation. Donc, pour permettre aux professionnels de santé de prendre en charge de manière plus holistique les patients, REMA vous propose son tout premier nouveau programme de certification en nutrition diététique. En quoi consiste ce programme et comment peut-il vous être utile? Ce sont des points que je vais sans plus tarder éclairer. Ce programme est un programme complet de 2 mois, comprenant 60 heures de cours et il se déroule entièrement à distance. Il est composé de sessions synchrones et asynchrones qui s'adaptent à votre emploi du temps et couvrent des aspects essentiels de la nutrition tels que la biochimie de la nutrition, l'évaluation nutritionnelle, l'élaboration des régimes alimentaires, l'éducation nutritionnelle, la prévention et même la recherche en nutrition. Je veux vraiment insister sur ce dernier point parce que la recherche en nutrition va vous permettre de saisir des opportunités qui sont nombreuses de nos jours dans le domaine de la nutrition. Et à l'issue de ce programme, qui sera encadré par un comité scientifique de renommée mondiale, vous avez la capacité d'intervenir en tant que spécialiste de la nutrition, que ce soit au niveau individuel, communautaire ou institutionnel. Vous pourrez accompagner efficacement des personnes de tout âge, malades ou en bonne santé, individuellement ou en groupe. C'est un programme certifié et reconnu à l'échelle internationale et vous est offert au prix forfaitaire de 399 €, soit 260 000 francs CFA, que vous avez même la possibilité de payer en 3 tranches. Donc voilà la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer. Je reste à votre disposition pour toute autre information complémentaire. Merci pour votre attention. En attendant, je vais mettre dans le chat le lien pour s'inscrire et obtenir plus d'informations. Merci. Docteur Fassinou, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Olivia, pour cette belle présentation. Je ne sais pas si les collègues ont des questions par rapport à ce que vous avez eu à présenter. S'il n'y a pas de questions, je ne sais pas trop s'il y a d'autres questions par rapport à la thématique du jour. Bonjour, je peux intervenir? Bien sûr. Allô? Bonjour. Oui, vous pouvez intervenir. C'est le professeur Kelani, neurochirurgien à Niamey. C'était juste pour féliciter le professeur Bomansani de l'hôpital de Zender pour sa présentation sur le myéloméningocèle, une pathologie qui, comme vous devez vous imaginer, est une pathologie qui mine vraiment les sociétés africaines. Hein. De là même, je pense que c'est une pathologie qui est revenue comme priorité dans le monde aujourd'hui, puisque dans toutes les sociétés internationales, on en parle. Il n'y a pas que l'Afrique qui a cette maladie. Elle est pratiquement vue dans tous les pays. Bon, il y a certains pays qui ont voté pour l'arrêt de la grossesse quand la malformation est vue en anténatale. Au Niger, c'est pas le cas. Les enfants naissent et je pense que cette pathologie représente quand même une bonne partie de notre activité hebdomadaire. Comme il l'a dit, il a au moins 4 cas par semaine. Vous voyez que c'est énorme. 4 cas par semaine. Il est vrai que vous avez un fort taux de mortalité dans cette population infantile, mais également pour ceux qui vont être vivants, ça va être des handicapés qui, enfin,
sont, on va dire, fabriqués. Hein? Ce sont des patients qui vont vivre avec un gros handicap durant le reste de leur vie. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je pense que ce n'est que par la prévention, par la sensibilisation, et c'est bien, Maman Sani, je te félicite. Hier, nous étions en réunion à Niamey pour la journée, la prochaine journée mondiale du spina bifida et de l'hydrocéphalie qui, normalement, est célébrée le 25 octobre de chaque année. Donc, quand j'ai vu le flyer ce matin, j'ai dit, ah, très bien, il fait bien d'en parler. Donc, il faut faire de la sensibilisation, il faut prévenir, il faut que les mères, elles consultent. C'est pas par défaut de consultation, hein, elles consultent, même les agents de santé ne connaissent pas cette maladie. Tu as bien fait d'insister sur comment est-ce qu'elle arrive. Donc, il faut que la prévention soit faite avant même la fin de la 4e semaine de vie embryonnaire. Donc, battons-nous pour qu'on réduise au maximum cette pathologie dans le monde et particulièrement dans nos régions. Et je pense que c'est que par des patients bien portants, aussi bien intellectuellement que de façon motrice, que nous pourrons avoir une population bien portante. Voilà ce que j'ai à rajouter à ce que le professeur Maman Sani a développé ce matin. Une fois encore, merci à tous et merci à Rima que je viens de découvrir. C'est bien. Je pense que c'est un nouveau pas en Afrique où certains se mettent ensemble pour promouvoir la santé des populations. Et c'est bien de communiquer là-dessus, de faire parler les médecins. C'est bien. Bravo à tous et à très bientôt. Merci beaucoup, professeur. Et moi, je suis très enchantée de vous écouter et aussi de vous découvrir. Donc, merci à vous. J'espère que vous n'allez pas refuser notre invitation bientôt. Merci pour vos apports qui étaient vraiment contributifs. Merci à vous. Et je pense qu'il y a Monsieur Don Félix qui a levé la main. Nous allons lui laisser la parole. Je peux, avant sa parole, Oui, Monsieur Don Félix, on vous écoute. Oui, Merci de oui, vous présenter. oui, bonjour en tout cas et surtout je tiens à féliciter, remercier le professeur pour son exposé. Je vous appelle depuis la République démocratique du Congo, à Kinshasa. Bon, la première question par rapport à la nutrition et diététique, la formation se fait en ligne. Et puis ma deuxième préoccupation par rapport au professeur. Oui, parce que le vendredi passé, j'étais dans un centre hospitalier privé et du coup, il y avait une patiente qui arrive de 36 ans et qui a un problème de spina bifida. Elle a une paralysie des deux membres inférieurs. Elle marche sur une chaise roulante. Alors, ma question de savoir, professeur, par rapport à l'âge que cette patiente, est-ce possible encore de faire une intervention chirurgicale? Merci beaucoup, docteur Don Félix. Professeur, je vous laisse la parole. merci bien, docteur Pascaline. Avant de répondre à la question, je voudrais remercier la REMA pour avoir donné la parole à mon maître, le professeur Amina Kelani. Et voilà, j'allais dire que nous, on a appris auprès d'elle, hein, c'est quoi le spina bifida, c'est quoi l'amyloméningocèle. On a appris à opérer avec elle pour voir ces gentils mots qu'elle a placés à notre égard. Vraiment, je tiens à vous dire merci. Et je pense que c'est un bon exemple, le docteur, professeur Kelani, pour qu'on lui donne un thème prochainement pour qu'on puisse venir la suivre. Merci, professeur Kelani. Alors, par rapport maintenant à la question que notre collègue du Congo, c'est le nom, c'est le docteur Félix. Effectivement, souvent, moi aussi, ça m'est arrivé, hein, j'ai rencontré voilà, 2 cas de spina bifida, des personnes qui sont, j'allais dire, âgées, mais il faut opérer. Il faut opérer pour plusieurs raisons.
Il faut opérer d'abord parce qu'à la longue, ça peut se fistiliser. Euh, et puis, souvent, ça peut être des mélos, des méningocèles. Hein. Moi, celui que j'ai reçu, il a plus de 26 ans. Il avait une sorte de méningocèle avec un déficit partiel. Mais je pense qu'il faut opérer en respectant le principe opératoire, sans aller maintenant causer d'autres torts sur le plan chirurgical. Voilà. Et puis, il faut expliquer si c'est vraiment une mélo-méningocèle, ce serait surprenant qu'une mélo-méningocèle voilà, reste dans cet état jusqu'à l'âge adulte. Je pense que c'est peut-être une méningocèle. Voilà, il faut quand même expliquer les risques opératoires. Et il faut y aller tout en respectant le principe de la chirurgie, c'est-à-dire bien individualiser euh, l'axe nerveux et bien intégré. Il ne faut pas aller maintenant, après, il va y avoir des fuites de LCR, ça peut être pas, ce ne serait pas bien pour le neurochirurgien. Mais moi, mon avis, il faut aller opérer. Il faut d'abord réaliser l'IRM, puis il faut prendre en charge ça chirurgicalement. Merci. Merci beaucoup, Merci professeur. beaucoup. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des préoccupations. Voilà, Madame Pascaline n'a pas répondu par rapport à la formation de la nutrition, la diététique. Les cours, c'est en Ah, vous ligne, en aviez une présentiel. question. Vous dites? Par rapport à la nutrition, oui, je posais la question de savoir si les cours se passent en ligne ou bien en présentiel. Et puis, D'accord. voilà. Docteur Olivia, je vais vous laisser la parole pour répondre à Docteur Félix. Ok, merci, docteur Fassinou. Effectivement, docteur Félix, les cours sont entièrement en ligne. Vous avez des sessions synchrones ou asynchrones selon votre disponibilité. Je ne sais pas Ok. si Oui, ma oui. réponse. Oui, D'accord. je vous entends très bien. Merci beaucoup, madame. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations avant que je ne puisse laisser la parole au professeur. Je vais profiter pour vous annoncer la thématique du samedi prochain. Le samedi prochain, nous allons aborder la problématique de la chirurgie néonatale en Afrique. Et ce cours sera animé par un chirurgien pédiatre qui nous vient du Niger. Je vous invite à être nombreux pour venir suivre ce cours et également donner votre avis par rapport à la série. Professeur, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Maintenant, je vous entends. Maintenant, je vous entends. D'accord. Je disais, s'il n'y avait pas d'autres questions, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous auriez aimé que nous puissions retenir de la séance d'aujourd'hui? Quel est le message clé de cette thématique du jour? Bon, pour cette thématique, le message que je vois, il est adressé, j'allais dire, à deux catégories de personnes. D'abord, les infirmiers et les sages-femmes. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les infirmiers et les sages-femmes qui sont en contact avec ces malades avant qu'on ne le voit. Donc, moi, ce que j'ai dit aux sages-femmes, c'est les mesures de sensibilisation. Il faudrait peut-être s'entretenir avec ces sages-femmes, essayer de faire une présentation à leur niveau pour qu'ils comprennent, avec bien sûr des rappels embryologiques. Il faut qu'eux-mêmes ils comprennent. Et si ils comprennent, au moins on a une arme qui est sur l'acide folique en période périconceptionnelle. Pour y parvenir, il faudrait les associer, je veux dire. Et les infirmiers aussi, non seulement par rapport à la sensibilisation, mais par rapport à la prise en charge, une fois vraiment il y a la myéloméningocèle en face, qu'elle soit fustilisée ou non.
Et mon autre message, c'est à l'endroit des médecins qui suivent. Pour moi, c'est, voilà, certes, c'est de la neurochirurgie. Maintenant, pour ceux qui sont condamnés, pour moi, il y a des chirurgiens qui sont condamnés à gérer ce type de malades. Donc, c'est pour les dire que nous sommes prêts à les accompagner. Nous sommes prêts, donc nous opérons 3 à 4 par semaine. Ce qui fait que, voilà, on a une certaine expérience sur le plan opératoire. Donc, nous restons disponibles vraiment à accompagner ces jeunes médecins pour que, voilà, ces types de pathologies ne soient plus des choses extraordinaires, mais des choses ordinaires pour lesquelles on peut gérer. Et c'est ce qui m'amène vraiment à remercier la REMA pour ces initiatives qui nous permettent, nous, à partir du... je suis à 900 km de Niamey, je vous rappelle, et d'écouter celui qui parle du Congo, celui qui vient du Sénégal, pour des thèmes qui nous réunissent. Et ça permet vraiment de donner une autre signification à la science. C'est quelque chose de très, très important pour lesquels moi, vraiment, je vous encourage. Chercher à multiplier les partenaires, et chercher à ouvrir d'autres possibilités, même si ça peut finir par créer des rencontres d'échange. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Ce n'est pas seulement le congrès et les réunions qui peuvent bouger les choses. Des séances comme ça sont vraiment nécessaires pour que l'Afrique soit au niveau où nous voulons. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, professeur. Merci vraiment à vous. Et nous sommes heureuses de pouvoir rencontrer des maîtres comme vous, disponibles à partager leurs connaissances avec nous. Et nous sommes ravis quand même, puisque dès que nous vous avons demandé de participer à ce webinaire, vous n'avez pas été contre, même si vous ne savez pas l'origine du numéro. Vous avez quand même accepté de partager votre connaissance et vous êtes là aujourd'hui et nous sommes vraiment reconnaissantes. Tout le réseau est reconnaissant vis-à-vis de ça. Je vous remercie en mon nom propre et au nom également de la communauté REMA. Je remercie également mes confrères et consoeurs qui ont su sacrifier de leur matinée également afin de pouvoir s'enrichir de par ces connaissances que nous avions apprises aujourd'hui. Merci à tout le monde. Merci également à toute l'équipe REMA, à tous ceux qui justement parlent et ceux qui ne parlent pas également mais qui agissent. Merci à tout le monde. Je vais vous souhaiter un très bon week-end et à très bientôt, samedi prochain, pour le prochain webinaire qui sera sur la problématique de la chirurgie néonatale en Afrique. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à samedi prochain. Merci. Merci beaucoup.